Merci, c'était une table ronde extrêmement inspirante parce que on voit que finalement il y a des solutions, quand on veut, on peut. J'espère qu'on va pouvoir creuser ces pistes que vous ouvrez et probablement on ouvrira un chantier là-dessus avec d'autres financiers pour pouvoir étayer ces propositions, Jean-Michel. Je crois qu'il faut se mobiliser, c'est clair. Bon, ben écoutez, on arrive presque au terme, mais c'est toujours la dernière partie qui, évidemment, n'est pas la meilleure, puisque j'aurais beaucoup de mal à choisir ce que j'ai le plus aimé dans ces universités. Mais j'avoue que j'ai toujours un faible pour tout ce qui touche l'éducation, puisqu'évidemment, je disais hier, on ne peut pas ne pas avoir peur de ce que l'on ne comprend pas. Donc l'idée, c'est de comprendre, et pour comprendre, il faut expliquer, et donc on arrive à l'éducation. C'est un sujet cher à notre cœur. On sait que ces universités ont vocation à donner un overview de tout ce qui se passe. Et ensuite, on doit rentrer dans le détail. Je sais que pendant une année, vous allez approfondir les uns certains sujets, les autres d'autres, parce que vous y travaillez ou peut-être parce qu'on aura ouvert des voies. Alors, pour parler éducation, je vais tout de suite accueillir James Quintero, qui va me rejoindre de SPI Batignolles. C'est le responsable de toute la transition écologique. Je vais également appeler Nicolas Maléné et Belinda. Et je vais appeler François Bernard et Fanny Rubio. Et en fait, je les appelle dans cet ordre parce qu'on va balayer ce que veut dire cette idée de formation, en commençant, James, pendant que nos autres intervenants nous rejoignent, par la formation dans les entreprises. Et puis, on se tournera vers la formation des lycéens ou dans les écoles d'ingénieurs, les enfants, les petits, et on passera par, peu importe l'ordre, par les collégiens, et on aura une petite surprise de fin, puisque... Venez, rejoignez-nous, Fanny. Tiens, je me décale un petit peu. Parce que, en fait, je disais hier, et c'est quelque chose d'important dans nos universités, on doit pouvoir rendre compréhensible, même des choses complexes, traitées à un haut niveau par des personnes extrêmement sachantes dans des entreprises, dans les différentes organisations. On a des professeurs d'université, on a beaucoup d'experts dans ces universités, mais on doit pouvoir rendre compréhensible des choses complexes par tous. Et je suis très attachée à ce que ces universités soient suivies. Normalement, j'étais dans une tranche 17-77 ans, mais cette année, on va ouvrir de 7 à 97 ans. Alors, voilà. Donc, voilà, vous voyez, ça va encore nous prendre un peu de temps. Tant mieux si les choses s'accélèrent. On fera autre chose, mais... voilà, l'idée c'est ça, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et donc je vous propose, James, de nous expliquer chez SPI comment vous vous êtes attaqué à la formation, l'executive education, comme on dit en bon français aussi, et puis peut-être comment cette formation revêt un caractère de motivation, parce que je pense que ça va être de plus en plus important de nous dire que ce qu'on a appris, même si on a les meilleurs diplômes au monde, d'ailleurs ça me fait sourire quand les gens nous disent « Ah oui, je suis polytechnicien, j'ai passé mon diplôme », ou autre chose d'ailleurs, pas que il y a 50 ans. Je pense que malheureusement, on va être condamné à la vitesse où les choses changent, à étudier en permanence. Alors, dans un groupe comme le vôtre, comment gérez-vous ça ? Merci Myriam, d'une part pour ton invitation, ainsi qu'à toute l'équipe de 5T. Effectivement, chez SPI Batignolles, la question de la formation s'est posée sur la transition écologique. Il faut bien vous rendre compte que dans le bâtiment et dans la construction en particulier,
c'est un tsunami, c'est-à-dire qu'il y a 4 ans, il y a 2 ans, vous n'aviez pas toutes les réglementations, les décrets, les lois qui aujourd'hui s'appliquent très concrètement sur le terrain. Nous avons des demandes particulières de nos donneurs d'ordre, qu'ils soient publics ou privés. Nous avons des modes constructifs qui doivent évoluer. Nous avons des recherches de matériaux et tout ça dans un environnement compliqué avec effectivement, comme d'autres l'ont rappelé, l'inflation et autres. Donc, mon rôle, lorsque je suis arrivé maintenant il y a 2 ans chez SPI Batignolles, a été déjà de former les gens. Alors, la formation telle qu'on l'a envisagée n'est pas la panacée, c'est une solution. D'autres solutions existent, et notamment chez E5T avec l'Escape Game, que nous allons certainement tester chez SPI Batignolles. Mais il fallait un point de départ, parce que la transition écologique, qui reprend donc la transition énergétique ainsi que l'environnement, la transition écologique a besoin d'un point de départ, et ce point de départ, nous l'avons acté avec un bilan carbone réalisé donc l'an dernier sur les émissions de gaz à effet de serre sur les 3 scopes, et qui a révélé plusieurs éléments, sachant que, comme vous le savez, le bilan carbone, c'est uniquement une photographie, donc ce n'est pas un jugement, c'est une photographie. On ne peut pas se comparer par rapport à nos collègues concurrents sur la place, mais c'est révélateur en tout cas d'un élément essentiel, c'est que dans la construction, 80% des émissions de gaz à effet de serre proviennent du béton au sens large du terme. Après, comme vous pouvez le voir, on a des chiffres médians qui sont, je dirais, relativement classiques. Ça nous a permis, ce bilan carbone, en dehors du fait qu'il va falloir le rééditer régulièrement, de définir 3 axes principaux pour notre politique de décarbonation qui s'appelle Accélère. Donc, c'est préserver les ressources. Comment faire pour qu'un groupe comme SPI Batignolles puisse préserver les ressources en termes de ressources en eau, en termes de ressources pour les énergies fossiles? Ensuite, comment on fait pour décarboner les ressources? Aujourd'hui, c'est compliqué de trouver toutes les solutions. Pendant 2 jours, un certain nombre d'interlocuteurs ont présenté des solutions, des technologies. On voit que certaines sont abouties, d'autres sont encore en R&D. Donc, comment nous, on arrive à nous impliquer là-dedans, ce qui nécessite aussi un dialogue. Donc, là encore, c'est une révolution au sein de SPI Batignolles, hein, qui, quand on est ingénieur, on se dit, bah voilà, un bâtiment, ça se construit comme ça, et puis j'ai ma vérité. Là, ça nécessite un travail avec les clients, avec les fournisseurs pour décarboner les ressources. Et puis enfin, le 3e axe qui a été beaucoup développé aussi, c'est décarboner la mobilité à la fois en interne et en externe. Donc on a créé des comités, enfin développer des comités interfiliales qui rassemblent un certain nombre d'experts dans chacune de ces filiales sur des thématiques qui rassemblent en gros l'ensemble de la question de la transition écologique. Donc je ne vais pas tous vous les citer. Avec une volonté, c'est de dire faisons déjà un état des lieux et ensuite fixons-nous des objectifs. Alors aujourd'hui, ces comités qui ont démarré il y a un petit peu plus d'1 an sont en train de rédiger, et la rédaction de cette analyse et de ces conclusions va nous permettre d'élaborer une politique qui s'appelle Accélère, une politique de décarbonation. Mais puisque le sujet est la formation, le COMEX a décidé que si les collaborateurs, et l'ensemble des collaborateurs, donc nous sommes un groupe en France de 8000 collaborateurs, hein, si l'ensemble des collaborateurs n'est pas formé aujourd'hui, n'est pas sensibilisé, ne comprend pas les enjeux liés au dérèglement climatique, nous n'arriverons pas, ni dans le temps, à pérenniser la société, ni même
aujourd'hui à recruter, puisque Myriam commençait à en parler. Effectivement, en termes de recrutement, voire même en termes de démission, on a des collaborateurs qui, aujourd'hui, nous demandent très clairement une politique ferme et définitive sur la transition écologique. Donc, là encore, c'est une solution que je vous présente, c'est ce retour, ce témoignage, ce retour d'expérience sur le déploiement de la fresque du climat. Comme certains le connaissent, peut-être, la fresque du climat est un jeu collaboratif, mais que je développerai. Donc, j'ai souhaité segmenter en 3 niveaux le niveau des collaborateurs, un socle commun qui est pour l'ensemble des collaborateurs la sensibilisation, et puis ensuite, en fonction de l'expertise plus ou moins reconnue des collaborateurs, un niveau 2 de maîtrise et un niveau 1 d'expert. Cela nécessite donc une recherche évidemment d'interlocuteurs extérieurs pour venir former nos collaborateurs, mais vous comprenez bien que les enjeux de sensibilisation pour 8000 collaborateurs dépassent le simple fait d'être capable de faire intervenir des interlocuteurs extérieurs. C'est la raison pour laquelle j'ai trouvé que la fresque du climat était une solution bonne, puisque c'est un jeu collaboratif, ludique, qui n'est pas une volonté académique de dire voilà la vérité, mais en fait c'est par ce jeu la possibilité pour l'ensemble des collaborateurs de bien comprendre les enjeux climatiques. C'est aussi un moyen en une demi-journée de former par groupe de 7, donc en général entre 7 et 14 collaborateurs, donc de démultiplier tout ça par l'intermédiaire d'ambassadeurs. Les ambassadeurs, ce sont des collaborateurs en interne de SPI Batignolles qui vont diffuser cette information, qui vont former leurs collègues. Et ça, on a trouvé ça très intéressant. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui 60 collaborateurs qui sont des fresqueurs et qui communiquent et qui forment au quotidien les collègues sur le sujet. Et c'est aussi le moyen pour nous de dire voilà comment nous devons adapter la SPI Batignolles et l'avenir et le business, et également atténuer les conséquences. Très clairement, beaucoup de collaborateurs sur les chantiers nous disent la transition écologique, l'environnement, c'est évidemment des choses particulières, c'est bon pour les bobos, les écolos et autres. Donc là, ça leur permet quand même de comprendre les enjeux sur le dérèglement climatique et de se dire oui, effectivement, toutes les mesures notamment individuelles sont bonnes à prendre. Donc, des fresqueurs répartis sur l'ensemble du territoire. Et aujourd'hui, on a initialisé ça début d'année. Nous avons à date 85% des collaborateurs cadres qui sont soit formés, soit inscrits pour la fresque du climat, pour ce suivi. Ça nécessite une logistique particulière, mais aujourd'hui, on a vraiment voulu mettre l'emphase et l'ensemble du CODIR, l'ensemble des directeurs sont impliqués pour que les collaborateurs puissent intervenir. Et puis ce qu'on a trouvé intéressant dans la fresque du climat, c'est aussi la conclusion. Donc la conclusion, c'est de dire chacun d'entre vous, donnez-nous des propositions, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient dans la vie privée, qu'elles soient individuelles dans leur vie professionnelle, ou même collectif, ou de faire des propositions pour le gouvernement. Alors là, vous avez une liste non exhaustive de propositions que j'ai extraites des conclusions des premières fresques, mais vous voyez que ça va nous permettre aussi, lors de l'élaboration de la politique de décarbonation chez SPI Batignolles, d'initialiser un certain nombre de bonnes démarches, de démarches vertueuses pour la transition écologique et pour lutter contre le dérèglement climatique. Et j'en ai fini, Myriam. Je vous remercie. Merci beaucoup, James.
J'aime beaucoup cette idée de partir de la stratégie pour décliner un programme de formation avec aujourd'hui cette fresque du climat qui a été virale dans pratiquement toutes les entreprises et qui a beaucoup contribué à sensibiliser, il faut le dire, puisqu'on avait un manque d'informations et ce que j'en comprends, c'est que ça a beaucoup permis de sensibiliser les collaborateurs. Aujourd'hui, on doit passer à l'action. Et donc, voilà, c'est la raison pour laquelle Jem expliquait que nous avons lancé un escape game avec cette idée que l'on peut interagir. J'espère que vous en êtes convaincus au terme de ces 2 jours, 11e édition. Donc, vous voyez, quand on cumule le nombre de jours et d'experts qu'on a entendu, on voit en plus beaucoup de choses se confirmer au fil du temps. Donc James, parmi les points que je relevais dans les suggestions, il y avait communiquer plus sur tout ce que l'on peut faire en matière d'environnement et il y avait éduquer les enfants. Alors, on a aujourd'hui des initiatives. Alors, je crois que La Rochelle est quand même une terre prolixe où il y a vraiment une vraie mobilisation. Je rappelais hier pourquoi nous avions choisi cet endroit. Et nous avons une initiative qui va nous être présentée donc, par Nicolas et Belinda Maléné. Donc, une coopération familiale avec à nouveau... Donc Nicolas qui est enseignant-chercheur à l'EXI, donc on va mobiliser des compétences au service des plus petits, puisqu'avec Belinda, vous allez nous présenter un jeu de sensibilisation que vous avez mis au point pour les enfants, et surtout sur la mobilité, si j'ai bien compris. Alors, est-ce que vous allez nous en dire plus? C'est ça, c'est exactement ça, Myriam. Merci pour cette invitation et pour nous permettre d'exposer cette expérimentation. Donc, effectivement, je suis Nicolas et mon épouse Belinda à côté de moi. Donc, moi, je suis professeur plutôt pour les grands à l'école d'ingénieurs de La Rochelle. Elle se présentera, mais elle, c'est plutôt pour les tout petits. En tant que professeur dans l'école d'ingénieurs, notre mission, finalement, aujourd'hui, c'est d'être capable de former les décideurs de demain et tant qu'à faire se peut, essayer de faire des décideurs responsables. Donc c'est vrai qu'Alexis, ça on l'a compris depuis longtemps, on a initié cette sensibilisation au développement durable depuis maintenant, enfin depuis la création quasi de l'école et en particulier depuis 15 ans avec la conception d'une dominante, d'une spécialisation autour de l'environnement et pour faire en sorte que le développement durable et tous ces objectifs soient ancrés dans l'ADN de nos ingénieurs. On a cherché également aussi à faire passer le message à travers un volet opérationnel, notamment sur les projets qui constituent, on va dire, la colonne vertébrale de la formation à l'école, qui se fait en 5 ans, mais notamment à partir de la 3e année, les projets techniques. On va travailler autour aujourd'hui du low-tech, de la mobilité, de l'énergie, de l'économie des ressources, et puis sur le projet de fin d'études, on va dire, de nos étudiants, ce qu'on a appelé le projet innovation en entrepreneuriat. Donc, sur lequel j'ai dit quelques mots il y a 2 jours au port de pêche. Donc c'est un projet qui représente 300 heures de travail pour nos étudiants, qui s'étale sur une année civile de janvier à décembre, et qui est réalisé par des équipes de 5-6 étudiants. Donc on est sur des projets conséquents, de l'ordre de 1500, 1800 heures, en tout cas par équipe. Ce qui va leur permettre de réaliser quelque chose de très concret. Et n'hésitez pas d'ailleurs, je vais bientôt faire appel aux demandes de projets, si vous avez des idées, faire appel à l'école d'ingénieurs et à nos étudiants. Pour ce que je vais vous présenter, là je me suis plutôt positionné sur le volet porteur de projet, puisque moi je suis aussi rattaché à une coopérative d'entrepreneurs, Coapi, installée ici à La Rochelle. Donc c'est un format particulier, un entrepreneuriat dans lequel on va travailler de manière individuelle et particulière sa vision du RSE. Et la question que je me suis posée là en tant qu'entrepreneur, c'est comment est-ce qu'on peut sauter une génération pour la formation, parce que bien souvent le message que l'on a, notamment quand on parle de ces problématiques de développement durable à des populations de 23-25 ans, quand on a une cinquantaine d'années comme moi, vous avez beau parler théorie, ils vont vous regarder, puis au bon moment ils vont dire, ben oui mais
la planète doit largement contribuer, toi, à la polluer. Donc, pourquoi est-ce que tu me fais passer le message? Donc, on a dit dans la file de domino, on va essayer de travailler sur un public plus jeune et que ce soit le public le plus jeune qui vienne sensibiliser le plus grand. C'est l'idée qu'on a eue à travers le jeu Eco qui vient positionner les concepts du développement durable, mais plutôt orienté vers le tout jeune public, donc les 6 ans, donc 6-7 ans. Et puis l'idée, c'est après d'utiliser la conscience de ces jeunes pour venir faire levier sur la génération, sur leurs parents, quoi. Finalement, c'est eux qui vont inciter leurs parents. Donc, on a essayé de créer un jeu qui s'appelle Eco, qui est un jeu de plateau. Donc, on ne va pas travailler forcément à travers l'usage du numérique pour les enfants. Mais dans cette idée-là, on a fait appel à des étudiants de Lexi qui ont conçu avec nous ce jeu, qui sont venus l'animer un petit peu auprès d'une école qu'on cherchait comme témoin. Et puis, j'ai pas cherché bien loin finalement, puisque moi j'ai trouvé une école qui était pas loin de chez moi et qui a bien voulu accueillir cette expérimentation. Alors, attention, on n'est pas jugé parti, elle a été aussi expérimentée, enfin le jeu a également été expérimenté dans d'autres établissements, enfin dans un en particulier qui a Étré, et l'intérêt c'est qu'on n'est pas du tout dans la même configuration. Étré est une école située vraiment en centre-ville, Terré, on est un petit peu plus vers la campagne, en tout cas dans ce qu'on appelle le périurbain, avec des infrastructures qui ne sont pas forcément facilitantes pour les mobilités douces. Voilà, donc maintenant je vais faire appel à mon grand témoin qui finalement lui a expérimenté ce jeu et l'a co-conçu avec nos étudiants et je lui laisse présenter ce jeu. Merci. Alors bonjour, donc je me prénomme Belinda et je suis professeure des écoles en classe de CP CE1, c'est-à-dire ce sont des enfants de 5 ans et demi, 6 ans et jusqu'à 7 ans. Donc, comme le disait Nicolas, l'école se situe à Terré, c'est une école en zone périurbaine. Et donc, l'idée de départ était de proposer un jeu de plateau aux enfants sur l'écomobilité. Donc, bien évidemment, il n'était pas concevable de proposer directement ce jeu de plateau et de jouer en classe directement. On a donc fait appel à des étudiants de l'école d'ingénieurs de Lexi. Et on a monté ensemble 2 séances de manière à ce que ces étudiants interviennent directement en classe et présentent tout d'abord ce qu'est la mobilité et plus particulièrement l'écomobilité. Ensuite, il y a eu un questionnement sur les modes de déplacement avec les enfants et la question qui est arrivée par la suite, c'est qui vient comment à l'école. Ensuite, la deuxième séance a été d'utiliser une frise. Cette frise nous a permis de classer les différents modes de déplacement, du plus polluant au moins polluant. Et ensuite, les étudiants ont présenté le jeu. À l'issue de ces 2 séances, il y a eu ensuite 2 séances complémentaires avec les étudiants encore pour réellement jouer au jeu. Alors, je vais essayer de vous expliquer brièvement le jeu. Donc, les élèves avancent un pion. Un seul pion, car c'est un jeu collectif et collaboratif, sur un plateau, donc en fonction du mode de déplacement que l'enfant a utilisé pour venir à l'école. Donc il y a tout un système de points avec des pondérations, et à l'issue du jeu, les enfants obtiennent des points qui leur permettent d'acquérir des pièces de puzzle, et grâce à ces pièces, ils reconstituent un puzzle qui représente une planète saine. Donc c'est un jeu qui peut être intégré dans un rituel hebdomadaire. Donc c'est ce que j'ai fait pour ma classe. On avait mis en place ce jeu tous les vendredis. Donc les parents étaient informés et le but c'était que les enfants et les parents essaient au maximum de venir à l'école grâce à des mobilités douces. Mais on sait aussi que ce jeu, notamment en Nouvelle-Aquitaine, il y a eu un challenge sur la mobilité. Ce challenge, c'était à l'école, j'y viens autrement.
Et ce jeu a eu lieu sur une seule semaine. Donc en fait, nous, on a réfléchi à la façon de mettre en place ce jeu, mais il peut très bien être mis en place soit effectivement de façon hebdomadaire, mais il pourrait être aussi mis en place sur une semaine ou durant toute une année scolaire au travers des différentes classes d'une même école. Donc la perception des enfants a été plutôt favorable, notamment avec l'idée de reconstituer le puzzle d'une planète saine. Ça a été très bénéfique et ils se sont montrés très enthousiastes. Il y a eu également une sensibilisation des parents qui a été plutôt positive. Et je me rappelle notamment de plusieurs anecdotes. Alors notamment des parents qui ont, suite à l'annonce de ce jeu, décidé de sortir les vélos du garage, de les réparer, de les dépoussiérer pour que les enfants puissent de nouveau s'en servir. Je me souviens également d'un parent qui a dit moi, ça m'est un peu difficile de venir à l'école en vélo ou à pied parce qu'après derrière, je dois partir au travail. Donc le parent a malgré tout fait l'effort et donc a mis le vélo de son enfant dans la voiture et a fait une partie du trajet en voiture et le reste en vélo. Et le soir, l'enfant a pu rentrer en vélo avec d'autres amis. Et puis ensuite, s'est mis en place ce qu'on appelle le pédibus, c'est-à-dire qu'un parent a décidé d'emmener plusieurs enfants à pied à l'école. Alors nous, comme je disais, on habite dans une zone périurbaine, donc c'était un petit peu compliqué. Donc les enfants ont mis pas mal de temps pour venir à l'école à pied, 3/4 d'heure. Donc ça a été à travers champs, mais ça a été très bénéfique puisqu'ils ont découvert plein d'animaux, des mues de serpents, des vaches, etc. Donc en fait, il y a eu un retour très très positif des familles et des enfants. Donc, il y a aussi eu des réflexes de covoiturage. Les parents se sont regroupés de manière à mettre en place des covoiturages qui a perduré durant l'année, pas uniquement les vendredis où le jeu se déroulait. Bon, alors après, c'est vrai qu'il est quand même assez utopique de penser que 100% des enfants viendront à pied ou en vélo ou en trottinette à l'école, car il y a toujours cet aspect domicile, école, travail pour les parents qui est à prendre en compte. Mais d'une manière générale, le projet a été très bien accueilli et les parents ont particulièrement bien joué le jeu. Par contre, nous, après, on a un petit peu débriefé par rapport à ce jeu, et notamment avec les parents, et on s'est rendu compte qu'il était peut-être nécessaire de développer une application numérique pour que les parents puissent suivre l'évolution des déplacements des familles pour venir à l'école. Une application qui pourrait peut-être aussi être utilisée pour faire des challenges entre écoles, pourquoi pas, et ainsi avoir une espèce de performance entre écoles. Donc là, à l'heure actuelle, la conception du jeu est terminée. On peut faire tourner ce jeu sans plus avoir à faire appel aux étudiants de l'EXI. C'est un bon outil pédagogique puisqu'il s'inscrit parfaitement dans la notion des programmes, puisque le développement durable est un objectif pour l'école élémentaire, dans les programmes de l'école élémentaire. Et donc là, maintenant, notre futur objectif, on va dire, c'est de réaliser un kit que les enseignants pourraient utiliser, une espèce de kit clé en main que les enseignants pourraient utiliser avec leur classe, et puis pourquoi pas après réfléchir à une extension possible en lien avec l'eau, le tri des déchets, la consommation d'énergie, etc. Voilà, merci. Quand même extraordinaire quand il y a de l'engagement dans les vocations qui sont les vôtres, parce que je crois qu'il y a encore beaucoup de professeurs qui ont cette vocation. Vous en faites partie. C'est extraordinaire la façon dont on peut arriver à faire bouger les choses. Et donc cette expérience qui est une belle expérience, évidemment, on vous encourage à la dupliquer et à créer ces challenges. On va la compléter par une autre. On avait eu, il y a quelques années, chez E5T, la chance d'avoir déjà des échos et un contact. La moitié de la salle pleurait donc, avec le lycée Fénelon,
qui a aussi cette grande particularité de vouloir sensibiliser et faire plus au service des collégiens dans ce cas. Et donc, on a avec nous François Bernard, qui est le fondateur de Demain c'est nous, qui est la réponse à ce film qu'on a beaucoup d'entre nous vu, qui était Demain de Cyril Dion. Alors, Demain c'est nous, de quoi s'agit-il? Racontez-nous un petit peu. Ça marche là, oui, c'est bon. Bah, écoutez, très rapidement, c'est une option qui a été créée au sein de l'établissement, qui est autour de 2 heures par semaine pour sensibiliser les élèves au changement climatique sur toute l'année. Voilà. Et option qui n'existait pas jusque-là et qui a pour principe d'éduquer par l'émotion, c'est-à-dire faire en sorte que les élèves rentrent en contact avec la nature de façon très forte pour pouvoir justement après ensuite avoir envie de la protéger et d'agir voilà, pour leur avenir et pour préserver la planète. Bon, c'est pas facile de résumer en 2 minutes ce qu'on a fait, ce que l'on fait. Mais ce qui se passe, il y a Fanny qui est là et qui, moi, pour différentes raisons, depuis 1 an, je suis plus du tout aux commandes de l'option. Mais par contre, il y a Fanny qui est là et qui elle va pouvoir vous en parler davantage, je pense. Voilà. Alors, vous allez pouvoir échanger parce que c'est des coopérations, bien sûr. On vient de le voir. On a oublié la règle simple des relations réussies, 1 + 1 = 3, qu'on va devoir redécouvrir. Et donc, vous avez initié cette belle expérience. Et nous, on a eu la chance de connaître Fanny depuis assez longtemps déjà, puisque Fanny, on a contribué un petit peu à un beau film qui s'appelait Utopia, et qui d'ailleurs est un documentaire, si vous ne l'avez pas vu, que je vous engage vivement à regarder, autour de la résilience, des exemples de résilience, de territoires résilients. D'ailleurs, on fera un suivi un jour. Et donc, Fanny est professeure de géographie et effectivement, on travaille avec François pour donner une suite à cette initiative et voir comment transformer dans un projet plus global avec plus d'impact. C'est ce que l'on recherche tous. Alors, Fanny, c'est quoi la suite de Demain c'est nous? Alors, merci Myriam, tu m'as devancée sur plein de choses. Déjà, est-ce qu'on peut appeler les élèves de Demain c'est nous à venir sur scène? C'est possible ou pas ça? Parce qu'il y en a 5 qui sont là. On va les appeler alors. Et j'aimerais les élèves de Demain c'est nous. Qu'elles viennent, parce que là, j'ai que des filles, mes élèves de cette année. Et je vais vous faire une petite présentation du coup de ce qu'on va faire. Et moi, j'ai la chance, l'honneur de reprendre la suite de François, qui, il ne l'a pas dit, mais lui, quand il a créé cette option, c'est parce qu'en fait, c'est les élèves. Il a emmené ses élèves au Svalbard, en Arctique. C'est un prof un peu particulier. Il s'est dit, si on parle du changement climatique, on va aller sur le terrain directement. Et donc, je vais monter un projet complètement fou et je vais emmener mes élèves pendant 10 jours en Arctique. Et donc, c'est une photo d'il y a 5 ans. Et ça a tellement transformé les élèves qu'ils se sont dit, il faut qu'on crée une option scolaire, il faut qu'on crée une association. Et aujourd'hui, Demain c'est nous est en train de grandir et j'ai vraiment la chance d'avoir repris cette option et de pouvoir en faire quelque chose de plus grand, parce que on a parlé beaucoup dans ces universités d'été de transition énergétique et je crois et écologique en général, et on a une vraie transition éducative à mener. Et donc, je vais juste passer quelques petites slides pour vous montrer un petit peu tout ça. Donc oui, Myriam, donc voilà, ça c'est notre grande aventure Demain c'est nous. Cette année, nous sommes partis dans les Alpes, on a été le plus proche de chez nous, dans nos glaciers, chez nos glaciers. Et donc, je vais vous parler un petit peu de ça. Ça, c'était juste la mise en contexte, en effet, parce que je suis venue ici il y a 6 ans. Et j'ai eu la chance, grâce à Myriam, Diana, le 5T, de faire partie de cette grande famille et de pouvoir en fait monter mon documentaire qui continue à tourner. Et je parle de ça parce qu'en fait, c'est des petits coups de pouce parfois qui font naître des grands projets. Et donc aujourd'hui, je ne serais jamais là sans l'aide de personnes qui ont cru en moi,
D'ailleurs, on notera que tu avais reçu le prix de coup de cœur, donc ça ne sert pas à rien, hein, les prix que l'on remet. Et on voit Emma Kos, qui était ministre à l'époque, qui vous le remet. Et c'était un beau moment. Et on est content de pouvoir reprendre ça aujourd'hui avec tes nouvelles idées. Ouais, donc je suis vraiment reconnaissante et ravie d'être là pour un nouveau projet qui est plus sur l'éducation du coup maintenant. Et donc ce que je disais, c'est que voilà, c'est 2 jours passionnants. On a parlé de transition écologique dans les domaines du transport, de l'habitat, de l'alimentation, de l'énergie. On a compris qu'il fallait inventer des nouveaux futurs, qu'il n'y avait pas une solution, mais une infinie de solutions, que le maître mot, c'est vraiment la diversité. Et j'ai été heureuse aussi d'entendre les mots d'éco-anxiété, de comment on éduque, comment on met en fait son talent au service d'un objectif commun et comment on crée un futur désirable. Et c'est vraiment ça le rôle de l'éducation. Et aujourd'hui, on a besoin de faire cette transition éducative. L'éducation doit s'adapter à notre époque. Et c'est vraiment ce qu'on fait avec Demain c'est nous. Je trouve que notre ADN est très bien représenté par cette phrase. Si tu veux construire un bateau, alors là, le bateau, c'est la métaphore de la société de demain qui est à construire. Ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. Et c'est exactement ça qu'on essaye de mettre en place avec Demain c'est nous. Il faut faire naître dans le cœur des élèves, des jeunes, des humains, le désir de protéger, de régénérer, de co-construire. Et ça, c'est pas inné, et ça s'apprend. Et moi, je me considère aussi encore jeune, et je me suis longtemps dit, mais mon Dieu, quelle société, quelle époque difficile, j'aurais vraiment préféré naître à une autre époque. Et puis finalement, avec le temps, je me suis dit, mais quelle époque formidable! On a tout à inventer et on a la chance de pouvoir relever le plus grand défi de l'existence et d'enfin s'unir ensemble, de co-réfléchir, co-construire. Et donc, voilà les 3 piliers en fait de notre pédagogie. Faire société, ça s'apprend. Et ça passe par comment on inscrit son histoire personnelle dans la grande histoire du monde. Et pour ça, c'est pas facile de construire si on n'a pas une connaissance de soi aussi. L'idée, c'est d'écrire déjà son histoire personnelle. Comment on apprend, grâce aux compétences psychosociales qu'on doit aussi apprendre à l'école, qui je suis, quels sont mes talents, comment je gère mes émotions, comment j'ai de l'empathie. Tout ça pour après écrire une histoire collective, comment on vit ensemble, comment on apprend à collaborer, à s'adapter, parce qu'il va falloir vraiment apprendre à s'adapter. Et puis, le 3e axe, donc tout ça, c'est l'intelligence collective. 3e axe qui est très important, et quelqu'un l'avait dit aussi hier, c'est on est la nature, on fait partie de la nature, et donc il faut écrire son histoire avec la nature. Et ces trois, je les invente pas, c'est François qui a écrit ça dans son livre, parce qu'on en reparlait, il a écrit un livre, et du coup, j'ai trouvé ça formidable, ça a fait vibrer des choses en moi, ces 3 piliers. Voilà, c'est l'ADN de notre pédagogie, et tout ça, c'est possible. C'est pour ça que dans notre pédagogie, on laisse beaucoup d'autonomie aux élèves, les projets, ça vient d'eux, et on a du coup créé une aventure en pleine nature cette année dans les Alpes. Je pense que on peut mettre je sais pas si on met l'extrait vidéo maintenant ou si je finis. Allez, du coup, il y a un avant-goût du film qui est en train d'être, qui va être monté, qui a été tourné. E5T a financé le tournage avec Léa Nature. Solène, qui est juste ici en train de filmer, est encore en train de prendre des images parce que le film est encore en cours. Et on est attendu pour des festivals au mois d'octobre. Ça explose. On a vraiment besoin de soutien pour arriver à monter ce film pour la post-production. On vous laisse un petit avant-goût et puis je terminerai après sur nos grands objectifs. Je vais peut-être vous faire un petit teaser. L'objectif, c'est que cette option Demain c'est nous soit dans tous les lycées de France, alors peut-être privés au départ, parce que nous, on vient d'un établissement privé, c'est un petit peu plus simple. Peut-être à la rentrée 2024, dans tous les lycées privés, une option Demain c'est nous avec 2 heures payées par le rectorat pour un enseignant, parce que nous, avec François, on avait la chance d'être payés pour ça. C'est ça qui fait la différence aussi.
c'est que les projets d'éducation à l'environnement sont aujourd'hui très embryonnaires et très bénévoles en fait. Et je salue votre initiative qui est formidable. Il y a tellement de profs qui font des choses dingues et formidables, mais c'est sur leur temps. Et on a besoin vraiment que ça soit acté dans les programmes. Et donc voilà, c'est notre grand objectif. On a 1 an pour qu'à la rentrée, ça soit partout, pour tous les élèves, pour le maximum d'élèves. Donc je vous laisse ces petits extraits vidéo. Vous avez tous vos crampons? Oui. Vous avez tous vos lunettes de soleil? Oui. Vous avez tous vos guêtres? Oui. Oula. Vous avez tous vos casques? Oui. Vous avez tous vos gants? Oui. Vous avez tous votre crème solaire? Oui. Vous avez tous votre pique-nique? Oui. Vous avez tous de l'eau? Oui. Vous avez tous votre sourire? Non, j'ai un flemme. C'est bon, on peut y aller. Ce qui me plaît beaucoup, c'est le fait de pouvoir se dire comment on va parler d'écologie, comment on peut faire pour que ça soit le plus marquant possible, que ça puisse révéler les élèves, que ça leur permette de développer leur talent, de mettre leur talent aussi au service du groupe, d'un projet. On sème des petites graines, on met en place des petits projets dans l'écosystème école, et puis après il y a l'organisation d'un grand voyage, ce qui est plus sous la forme d'une expédition scientifique, une aventure collective, plutôt qu'un voyage scolaire. On part là-bas pour apprendre des choses, pour découvrir des territoires, des gens, des peuples. On va discuter un petit peu de la montagne, du glacier, du réchauffement climatique et vous expliquer un peu le programme de la journée. Donc on a quand même un glacier qui fait plusieurs kilomètres de long, qui est très très épais. Et ce qui est fou, c'est de voir à quelle vitesse ce glacier-là il a changé. L'été dernier, la fonte de la glace au niveau de la grotte, qui est juste en dessous là, elle était à peu près de 9 mètres. Donc on a perdu en un été, vous vous rendez compte, 9 mètres d'épaisseur de la mer de glace. Aujourd'hui, c'est comme ça. Alors, réjouissez-vous, c'est chouette, c'est magnifique. C'est plus que c'était, mais c'est comme ça. Et il faut qu'on fasse avec, et il faut aussi qu'on essaye de réagir pour qu'il en reste encore un peu pour quand vous aurez mon âge et que vous emmènerez vos petits-enfants. Voilà. Là, on est en plein hiver. Bien joué. Yes. Moji, ça va les boulettes? On l'a fait. D'abord c'était sympa, on voyait vraiment, on avait vu des traces de pas dans la neige et en fait au-dessus, sur la colline, il y a une sorte de... Enfin, on voit très bien les autres glaciers. Du coup on a vu l'évolution, nous avons fait des photos, l'évolution entre 1980 et 2010. Et ça a bien changé quand même. Pareil, je trouve que ça met bien en garde en fait parce que je m'imaginais pas que ça avait autant fondu dans les quelques années en si peu de temps. Se dire que ça tombe toute la journée pendant 1 an, puis tous les ans, puis ça tombe tout le temps en fait. C'est incroyable, mais en fait c'est triste. C'est un peu triste, mais en même temps on se rend vraiment compte du changement climatique avec les panneaux. Même 2015, je pensais pas que ça aurait autant descendu. Et en fait si, il y avait... j'ai arrêté de compter au bout d'un moment les marches, mais j'étais à 200 marches. On ne peut pas avoir vu ce qu'on a vu aujourd'hui, ces glaciers qui fondent, tous ces bruits pour moi c'est des montagnes qui souffrent et ne rien changer, mais qu'est-ce que ça veut dire changer? Vous avez la chance de participer à un truc qui vous fait collectivement réfléchir à ça et à un âge où c'est intéressant de le faire, je pense. Il y a un côté sportif, il y a un côté immersion dans la nature, et puis ce qui est très important, c'est l'aventure collective. En fait, c'est une aventure où on apprend sur soi, on apprend à vivre ensemble, et on apprend sur notre environnement.
Voilà, merci. Bon, du coup, c'est un tout petit bout d'un grand film qui a besoin d'exister, qui va être en montage, j'espère, très bientôt. Donc, où j'en étais, tac, tac, tac. Ça nous a donné envie de le voir déjà. Ouais, On bon, était là. super, Hein. c'est le but, tant mieux. On voit dans ce film Heidi Sevestre, une grande glaciologue de renommée mondiale qui est la marraine de l'expédition, qui était aussi avec François sur le Svalbard. Ils ont créé aussi cette expédition ensemble. Donc, elle m'a dit une phrase pendant qu'on marchait qui m'a marquée. Elle a dit « Savoir, c'est vouloir, et vouloir, c'est pouvoir ». Et je me suis dit, mais en fait, c'est exactement comme ça qu'on travaille dans notre pédagogie. Et en fait, de la prise de conscience à l'action, notre année scolaire s'organise comme ça. Un premier trimestre sur le savoir, acquérir les connaissances, comprendre les enjeux scientifiques et sociétaux, faire des sorties nature à la journée, intervenir avec des scientifiques, être dans la démarche scientifique. C'est les élèves qui vont chercher l'information. C'est eux qui se posent les questions et qui vont chercher leurs réponses. Et ça, c'est très important aussi dans l'éducation. Et puis ensuite, ça donne envie d'aller plus loin. Donc vouloir, ça va se créer dans cette aventure collective en pleine nature où on est touché dans nos tripes en fait. C'est l'éducation par l'émotion que prône François tout le temps. En fait, on ne peut pas avoir envie de protéger si on n'est pas touché dans notre émotion, dans nos sens, que ça vienne nous impacter. Et puis il y a aussi quelque chose de très fort, c'est l'émerveillement qu'on a avec la beauté du vivant. Quand on est face à ça, ça donne une envie dingue de protéger, ça donne des idées, et du coup, ça crée le troisième point qui est pouvoir, donc l'action. Et donc nous, on a monté des projets de transition écologique dans l'établissement avec les élèves qui étaient là, et ils ont pu devenir un peu les ambassadeurs du climat en sensibilisant leurs pairs. Et l'idée, ce serait de créer un mouvement de la jeunesse pour le climat. Ça, c'est nos grandes ambitions. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que la jeunesse s'est emparée de ses connaissances et qu'elle met ses compétences au service de ce but-là, c'est énorme. Ils sont inarrêtables, ils ont une énergie de fou. Donc voilà, nos objectifs, ils sont très clairs. Comme je disais, une option Demain c'est nous à la rentrée 2024, dans tous les lycées privés pour commencer, parce que ça sera plus simple institutionnellement. Je suis réaliste aussi, même si je suis très idéaliste. Et à la rentrée 2025, j'espère, dans les établissements publics. Nous, là, c'est une option qui va de la seconde à la terminale, donc ils sont aussi à des âges différents. C'est ça qui est très chouette aussi. François, il avait commencé au collège. Alors, on peut aussi imaginer commencer au collège. Le plus tôt, c'est le mieux, comme on le voyait en maternelle. Non, pas en maternelle, en CP-CE1, mais dès la maternelle, c'est encore mieux. Et puis voilà, nos moyens, c'est qu'il nous faut 1 an là, pour développer le contenu pédagogique, déployer toute cette pédagogie et former les enseignants. Et donc, j'en arrive au nerf de la guerre, toujours et toujours, pour atteindre des sommets. Et nous, on fait de la haute montagne. Là, on a des grandes ambitions. Il nous faut du matériel et une équipe. On n'y arrivera jamais tout seul. Donc, il nous faut les moyens de l'action. Et on a tout calculé. C'est très simple. Il nous faut vraiment des mécènes qui nous soutiennent. Déjà, pour le film, on a besoin de financement pour la post-production du film. On est attendu là en octobre. Et puis ensuite, ça va être le déploiement en fait, de Demain c'est nous au niveau national pour atteindre ces grands objectifs. Et donc, les entreprises qui souhaitent nous accompagner dans l'aventure, elles pourront aussi bénéficier de notre portée médiatique qui aujourd'hui est en plein boom. On est même dépassé par ça. Demain c'est nous, le livre de François qui est là, Demain c'est nous avec Heidi, a connu un grand succès. Ils sont passés chez France Inter dans La Terre au carré avec les anciens élèves qui étaient au Svalbard, qui sont maintenant à Sciences Po et qui ont été toujours profondément marqué. Et ça a vraiment créé des vocations. C'est ça qui est dingue, c'est que tout ça, ça marche. Donc on a vraiment envie que ça se déploie pour plein d'élèves. Ça serait bien, je ne sais pas si on aura le temps pour que les élèves témoignent, mais il y en a qui ont été révélés par ce projet. Donc c'est vraiment, en tant qu'enseignant, c'est juste formidable de voir ça. Et puis ils ont reçu le prix de l'éducation citoyenne aussi, remis par le gouvernement l'année dernière. Et on est attendu dans l'émission Aux arbres citoyens sur France 2 en novembre. Donc voilà,
je crois vraiment profondément dans ce projet. Et alors Fanny, les jeunes filles, là, il y avait des garçons avec vous, j'ai vu quand même, vous n'étiez pas seules, parce qu'on a besoin d'hommes et de femmes, hein, les deux. Et alors, vous étiez là, est-ce que vous avez envie de nous dire un petit mot sur cette expérience? Peut-être juste vous parler de nous, de notre point de vue. Donc pour nous, en fait, Demain c'est nous, c'est une option où on est libre de ce qu'on fait. On peut choisir notre action et on ne va pas nous empêcher de le faire, on va nous encourager et c'est ça qui est super. Et c'est aussi avec l'expédition dans les Alpes qu'on se rend compte du changement climatique qu'on a toujours connu, mais ça met un point d'honneur sur voilà ce qui se passe, il faut faire quelque chose, mais il faut trouver les solutions par nous-mêmes et collaborer entre tous les âges et toutes les personnes. Personnellement, en fait, ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette option, c'est le fait que Fanny ne nous dit pas quoi faire, elle nous accompagne dans nos projets et elle est là juste pour nous aider. Et elle nous avait dit au début de l'année qu'elle apprenait autant que nous en fait à nos côtés. Et je trouve ça important en fait. Moi, mon ressenti par rapport à cette option, c'est que dans notre semaine, dans notre emploi du temps, ça fait une sorte une sorte de moment, un moment en tout cas, où on peut se retrouver avec des personnes sur un sujet qui nous intéresse et qui nous tient à cœur. Et comme l'a dit les filles, ce qui est assez bien, c'est qu'on est vraiment on est soutenus, mais c'est vraiment nous-mêmes qui donnons les idées. Et voilà. Merci Lou. Je sais ce qui va nous arriver dans les 5 prochaines minutes. Après, les filles ont un peu tout dit, donc... C'est ça. Marion, tu veux peut-être... La chose assez particulière avec cette option, c'est que dans notre scolarité de tous les jours, on va vraiment avoir cette conscience, se dire faut faire quelque chose par rapport au réchauffement climatique. Et cette option, elle va nous permettre de mettre ces choses en place et de travailler pour un projet qui nous tient beaucoup à cœur. Et il y a un gros sentiment de satisfaction quand on arrive à mettre ces choses en place. Cette année, par exemple, on a réussi à mettre à bout plein de projets. Et ça change carrément du cursus scolaire classique. Bravo. Moi, à nouveau, je voudrais rendre un hommage aux enseignants. Il y en a d'autres qui ne sont pas ici et qui sont des enseignants engagés et qui finalement nous apprennent aussi à vivre. J'ai une grand-mère qui est partie très âgée parce qu'une seule certitude de cette vie, c'est qu'un jour on part ailleurs. Elle avait 103 ans, elle disait « Ma fille, tu sais, dans cette vie, on apprend tout sauf à vivre. Et pourtant, vivre est un emploi à plein temps. » Et elle avait tellement raison. Donc, l'école de la vie, du bien vivre ensemble, on l'a construit, qu'on soit plus petit, plus adulte. Et je voudrais, au travers de votre présence ici, vous remercier pour tous les enfants qui ont besoin d'enseignants engagés, qui n'ont pas peur de mettre des heures, de casser les schémas, de se battre, d'interpeller le ministère. On sera à vos côtés. Un grand bravo et un grand merci à vous. Et vous restez là.